Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire organisé par le CSTB Formation sur les labels Finergie et BBCA. En attendant que tout le monde se connecte, je vais rappeler voilà, quelques petites règles et quelques éléments d'information pratique. Donc, tous les micros des différents auditeurs sont coupés, mais vous pouvez poser toutes vos questions par l'intermédiaire du bloc questions. On répondra en fin de webinaire au maximum de questions que vous serez posées. Au niveau du webinaire, il est enregistré et donc il y aura un replay qui sera disponible à la fin du webinaire et qui sera disponible sur la chaîne YouTube du CSTB Formation. Donc vous recevrez un mail avec le lien direct pour y accéder ainsi que l'accès à la présentation qui vous sera diffusée. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez accès à tous les éléments pour ceux qui n'ont pas pu suivre jusqu'au bout ou qui souhaitent justement partager après les éléments à leurs entourages. Sur ce webinaire qui va durer donc sur une petite heure, qu'allons-nous voir? Donc, l'objectif du webinaire, pour le rappeler, c'est de dresser une synthèse des labels de performance énergétique et environnementaux portés par Finergie et BBCA dans le cadre du bâtiment tertiaire. Donc, dans un premier temps, on verra une introduction au label. Ensuite, nous verrons les différents labels dans la construction neuve, les labels en rénovation, le processus de labellisation et nous terminerons par une partie de questions-réponses. Donc, au niveau du webinaire, il y a moi-même, donc Jérémy de Oliveira, responsable adjoint du CSTB Formation, qui vous accompagnera pendant ce webinaire, et je suis accompagné du coup de Luc, que je vais laisser se présenter. Oui, bonjour, donc Luc Forbrac, chef de projet énergie-environnement au sein de la direction technique et innovation de Certivea. Et donc Certivea, organisme de certification pour les bâtiments autres que résidentiels. Et au sein de cette direction technique, je m'occupe justement plus précisément des labels de performance énergétique et environnementale. Merci. Avant de démarrer sur l'introduction, petit rappel au niveau du CSTB Formation. Du coup, qui est le CSTB Formation qui organise ce webinaire? Donc, c'est l'organisme de formation du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment, donc organisme de formation qui exerce ses activités depuis plus de 50 ans, donc sur 8 grandes thématiques, les certifications environnementales telles qu'on va le voir aujourd'hui, mais aussi sur d'autres thématiques plus larges comme la transition écologique, l'économie circulaire, la transition numérique ou encore la réglementation, la conduite d'opération, les produits et procédés techniques, tout ce qui est lié à la qualité de vie, c'est-à-dire la santé et le confort, et tout ce qui est lié à la prévention des pathologies. Donc, on intervient aussi bien sur des formations en salle que des formations en classe virtuelle, des modules e-learning et aussi la possibilité de faire intervenir directement nos intervenants au sein de vos entreprises. Donc, si vous avez des besoins ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet où vous aurez l'intégralité de l'offre que l'on propose. Nous allons passer maintenant au cœur du sujet avec Luc et donc je te passe ta main pour démarrer sur les certifications et labellisations Finergie et BBCA. Merci Jérémy, merci beaucoup. Pour commencer, j'aurais voulu introduire un petit point de précision sur le caractère d'un label par rapport à une certification. On entend souvent les deux termes, certification, labellisation. Qu'est-ce que c'est? Ce qu'on peut retenir, en tout cas, nous, de notre positionnement en tant que certificateur, la différence principale réside en fait dans l'évaluation et le nombre de thématiques qui sont couvertes par la certification ou par la labellisation. La certification sera une évaluation multithématique sur tout type de bâtiment, tout type d'opération, et vraiment avoir une vision globale de la qualité environnementale du bâtiment sur des thématiques de qualité de vie avec la santé et le confort des usagers, la fonctionnalité du bâtiment, sur le respect de l'environnement avec la réduction des consommations d'énergie, la limitation des pollutions et la prise en compte de la biodiversité, mais aussi un volet économique, par exemple avec la réduction des charges ou la contribution au développement des territoires. La labellisation, elle, de son côté, va se concentrer sur un ou deux thèmes spécifiques. Ça peut être l'accessibilité ou, comme on va le voir aujourd'hui, des thèmes liés à la consommation d'énergie des bâtiments et à leur impact sur le changement climatique. Mais dans tous les cas, certification comme labellisation ont une même finalité. C'est, on va dire, d'avoir plusieurs objectifs. C'est d'abord une aide au pilotage, puisque ça permet, avec une grille d'évaluation qui est connue de tous et semblable pour tous les projets, d'évaluer les projets dans un cadre semblable. C'est aussi une procédure qui oblige à prouver ce qui est annoncé, donc qui permet de se fixer des objectifs clairs et aussi d'éviter de revoir des ambitions à la baisse en fonction des difficultés qu'on peut
qu'on peut éventuellement rencontrer sur un projet. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un regard d'une tierce partie sur le projet pour valider un niveau de performance dans un cadre qui est fixé et connu de tous. C'est à la diapo suivante. Donc, chez Certivea, nous, comme l'a précisé Jérémy, on certifie les bâtiments autres que résidentiels et dans toutes les familles de certification et de labellisation. La famille des labels environnement dont on va parler aujourd'hui se situe parmi ces éléments très spécifiques. On a 3 familles de certification HQE, donc globale, et 3 familles de labels spécialisés. Une sur l'environnement, une sur la qualité de vie, l'accessibilité, et une sur le numérique. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur les labels environnementaux. Ces labels, le grand principe de ces labels, qui est le même pour chacun d'entre eux, c'est qu'ils s'appuient tous sur des dispositifs réglementaires, donc notamment les réglementations thermiques et environnementales. C'est à commencer avec la réglementation thermique 2005. On avait eu les premiers labels BBC 2005. On a aussi des labels qui s'appuient sur la réglementation thermique 2012, la réglementation thermique existante, la RE 2020 et l'expérimentation E+C-. Ce sont aussi des labels qui, donc d'une part, s'appuient sur cette réglementation, mais qui sont portés en France principalement par 2 associations, l'association Effinergie et l'association BBCA. L'objectif des labels pour chacune de ces 2 associations, c'est toujours de viser plus haut que la réglementation, c'est-à-dire on s'appuie sur un dispositif réglementaire, mais on cherche à aller plus haut. Par exemple, chez Effinergie, on va surtout s'intéresser à la réduction de la consommation d'énergie par rapport au seuil de la réglementation. BBCA va se concentrer plus sur l'impact sur le changement climatique. Dans les référentiels des associations, on vient aussi introduire de nouvelles méthodes de calcul. Par exemple, BBCA introduit une nouveau coefficient de modulation sur le calcul de l'impact environnemental du bâtiment, ou aussi d'introduire d'autres exigences. Effinergie, par exemple, est très attaché aux questions d'étanchéité à l'air, de qualité de l'enveloppe du bâtiment ou des réseaux de ventilation. Et l'objectif dans tout ça, en fait, c'est de préfigurer l'évolution de la réglementation. Si on revient un petit peu dans le passé, par exemple, Effinergie, donc comme je l'évoquais tout à l'heure, est à l'origine du label BBC 2005 sur lequel s'appuie l'RT 2012, et aussi à l'origine de l'indicateur bilan BPOS dont on va reparler tout à l'heure, qui est lui à l'origine du volet énergie de l'expérimentation E+C-. BBCA, de son côté, est à l'origine du volet carbone de l'expérimentation E+C-, une expérimentation qui elle-même a inspiré la réglementation environnementale 2020. C'est l'heure de notre petite question, de notre petit sondage. Donc, petite question à vous poser. Puisqu'on a parlé d'évolution de la réglementation, et donc selon vous, avec justement l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale 2020, comme l'expérimentation et le label E+C- s'appuyaient sur la réglementation thermique 2012, est-ce qu'on peut toujours obtenir un label E+C- actuellement? Donc, vous allez pouvoir voter en direct, justement. Donc, 3 choix de réponse. Premier choix, non. Deuxième choix, oui, mais seulement dans certains cas. Troisième cas, oui, pour tout bâtiment neuf. On vous laisse encore quelques secondes pour avoir que tout le monde ait le temps de voter. Et on va regarder ensemble les résultats. Donc, dans cette triangulaire, on est une majorité absolue pour le oui, mais seulement dans certains cas. C'est effectivement la bonne réponse, comme on va le voir dans la suite de la présentation. Alors, pourquoi dans certains cas? Parce qu'en fait, la réglementation environnementale 2020, elle ne s'applique actuellement qu'à certaines typologies de projets. Et certains projets sont encore soumis à la réglementation thermique 2012. Et donc, pour ces projets-là, il est encore possible d'obtenir le label E+C-. On peut passer à la suite de la présentation. L'expérimentation E+C-, elle s'est basée donc sur la réglementation thermique 2012. Elle s'applique à tout, encore actuellement, à tous les projets qui y sont soumis. L'initiateur de ce label, c'est l'État, qui a rédigé 2 référentiels. Un référentiel qui présente la méthode de calcul qui vient préciser des éléments, notamment sur le volet carbone,
et un référentiel qui précise les niveaux de performance qui peuvent être atteints. Cet ensemble de référentiels constitue les éléments constitutifs du label E+C-. Si on rentre un peu plus en passant à la diapositive suivante sur chacun des volets de ce label, on a deux volets principaux. Un volet énergie, un volet carbone. Le volet énergie, il y a un nouvel indicateur qui a été créé dans le cadre de ce label, c'est le bilan BPOS. Le bilan BPOS, au contraire du CEP, donc les consommations d'énergie primaire qu'on retrouve dans la réglementation thermique, il vient prendre en compte non seulement les consommations d'énergie, mais aussi l'export d'énergie vers l'extérieur. C'est un bilan entre en fait les consommations d'énergie non renouvelables importées par le bâtiment et auxquelles on vient déduire les productions d'énergie qui sont exportées vers l'extérieur. Donc c'est sur ce bilan BPOS que se fera l'évaluation du niveau énergie, E, dans le label. Le volet carbone, lui, se consacre sur l'impact sur le changement climatique, et les émissions de gaz à effet de serre tout au long de la durée de vie du projet. On a deux indicateurs en fait dans ce volet carbone. Un qui se concentre sur les produits de construction et les équipements qui constituent le bâtiment. Donc on vient regarder de leur fabrication jusqu'à leur fin de vie en passant par leur exploitation l'impact de ces éléments. Et un second indicateur qui, en plus de cet indicateur sur les prix de construction, vient ajouter les émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation, celles des consommations d'eau et celles du chantier de mise en œuvre. Et donc, ces deux indicateurs sont l'objet de plafonds dans le cadre du label. Donc, ces niveaux de performance, il y en a 4 niveaux possibles dans le volet énergie, du E1 au E4. Les premiers niveaux consistent grosso modo à une réduction de compris entre 15 et 30% par rapport aux exigences de la réglementation thermique 2012. Le niveau 3 est déjà beaucoup plus exigeant puisqu'on est sur des réductions de l'ordre de 40% par rapport aux consommations d'énergie, avec en complément une production de 40 kWh par mètre carré. Et le bilan BPOS, lui, demande carrément que le bilan BPOS qu'on a vu tout à l'heure soit inférieur ou égal à 0. Quand on parle de, par exemple, pour le niveau 3, 40% de réduction des consommations et 40% d'export, ça peut être au contraire plus de réduction, c'est-à-dire 60% de réduction des consommations d'énergie et un peu moins d'énergie exportée, ou au contraire un peu plus d'énergie exportée. C'est l'intérêt de cet indicateur bilan BPOS. Sur le volet carbone, les deux indicateurs EGES PCE et EGES projet, on va dire, qu'on a vu tout à l'heure, sont soumis à des plafonds avec deux niveaux qui peuvent être atteints. Un niveau qui était plutôt accessible, le niveau C1, dont l'objectif était de permettre aux acteurs de se saisir de cette nouvelle méthode qui changeait un petit peu la manière de concevoir et d'étudier les projets, et un niveau C2 qui valorise les opérations qui vont chercher justement à réduire l'impact carbone, que ce soit sur le vecteur énergétique ou sur les matériaux mis en œuvre. Donc ça, le label E+C-, c'est un label qui est porté par l'État, qui peut être délivré seul. Mais en complément de ce label, les associations Efinergie et BBSA proposent des labels complémentaires. Du côté d'Efinergie, on est sur les labels Efinergie 2017. Donc ce label s'applique également à tous les projets qui sont soumis à l'RT 2012, sont portés par le collectif Efinergie et sont délivrés uniquement en complément du label E+C-. Il y a 3 labels possibles dans ce cadre-là, avec des niveaux de performance différents sur le niveau énergétique. Un label BBC 2017 avec un niveau E2 minimum, un BPOS 2017 avec un niveau E3 et un BPOS Plus avec un niveau E4. En complément de ces exigences qu'on a vues à la fois sur l'énergie et le carbone du label E+C-, Efinergie a ajouté des exigences complémentaires, notamment sur la qualité de l'enveloppe du bâtiment avec les besoins bioclimatiques réduits par rapport aux exigences réglementaires, sur les consommations d'énergie également, ou, comme on le disait tout à l'heure, sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe ou des réseaux. Du côté de BBCA, le label qui s'appuie sur l'expérimentation E+C- est le label BBCA 9 version 3.1. On a des numéros de version plutôt chez BBCA, plutôt des années chez Efinergie. Donc ce label BBCA version 3.1 s'applique aussi à tous les bâtiments qui sont soumis à l'RT 2012 et toujours est délivré uniquement en complément du label E+C-, avec comme prérequis d'avoir au moins le niveau E1 et C1. Et par rapport à la méthodologie qu'on retrouve dans l'expérimentation E+C-, il y a quelques modifications qui sont apportées par le référentiel de BBCA, notamment la prise en compte de l'impact d'une démolition préalable éventuelle,
des pondérations qui sont différentes en fonction des places de stationnement, des espaces extérieurs qui sont valorisés en tout cas chez BBCA, ou des fondations spéciales. Des éléments d'ailleurs de modulation qui ont été repris en compte dans la réglementation environnementale 2020 en partie. Aussi l'introduction de valeurs forfaitaires pour les espaces livrés en blanc, qui ne sont pas évoqués du tout dans l'expérimentation E+C-, ou la valorisation du carbone biogénique avec le stockage de carbone dans les matériaux biosourcés. Dans ce label, en fait, on va calculer un score. Le minimum de score correspond à peu près à un niveau carbone qui est compris entre le C1 et C2 de l'expérimentation E+C-. Et à chaque fois que par rapport à ce minimum, on va émettre 10 kg de CO2 par mètre carré, donc sur 50 ans, hein, c'est la durée de vie du bâtiment, un point est accordé. Des points supplémentaires sont possibles s'il y a des éléments spécifiques d'innovation qui sont mis en place sur le projet, des constructions sélectives, la valorisation du réemploi, la mutualisation d'espace, un potentiel d'extension voilà, ou de mutualisation d'espace. Et en fonction du score à calculer, donc à la fois sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les points d'innovation, un niveau peut être accordé. Dès qu'on dépasse le 0, ben on est au niveau standard. Dès qu'on dépasse 15 points niveau performance, et le niveau excellence à partir de 30 points. Donc, ces labels E+C-, EFINERGIE 2017, BBCA 3.1, s'appliquaient au projet soumis à la RT 2012. Avec l'évolution de la réglementation et l'introduction pour les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire et de bureaux de la réglementation environnementale 2020, on a une nouvelle méthodologie qui rentre en compte. C'est-à-dire que la RE 2020 modifie un petit peu la manière de calculer qu'on avait dans le E+C-, avec notamment le passage d'une analyse de cycle de vie statique à une analyse de cycle dynamique, donc qui pondère les émissions de gaz à effet de serre en fonction du moment où elles ont lieu, une prise en compte de l'impact de la parcelle légèrement différente, des modulations aussi qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre E+C- et la RE 2020, des surfaces de référence qui changent. On passe par exemple sur le volet carbone de la surface de plancher à la surface utile pour avoir une surface de référence commune entre le volet énergie et le volet carbone, et de nouveaux facteurs d'émission de l'énergie, c'est-à-dire l'impact carbone des énergies consommées sur place, qui est notamment revu à la base pour l'électricité de chauffage. Et donc, par rapport à cette nouvelle réglementation, BBCA propose un label qui s'appuie sur celle-ci, donc sur cette nouvelle méthodologie, qui est le label BBCA 9 version 4.1, et qui est donc délivrable pour les opérations qui sont soumises à la RE 2020, donc le résidentiel collectif, mais que ne certifie pas CertiVA, et les bureaux ou l'enseignement primaire et secondaire. Ce label 4.1, il présente quand même une certaine continuité, même une forte continuité avec le label 3.1, au-delà de ce changement de méthode E+C- RE 2020. On est toujours sur le calcul d'un score qui s'appuie sur les émissions de gaz à effet de serre évitées, à la fois lors de la construction et de l'exploitation, et aussi sur les mêmes points innovation climat, donc avec la même grille standard performance excellence. On a aussi, comme toujours avec BBCA, des spécificités par rapport au calcul réglementaire. Donc l'objectif minimum est plus ambitieux que celui de la réglementation, évidemment. Grosso modo, on est sur l'anticipation des plafonds de 2028, parce que, comme vous le savez peut-être, la réglementation environnementale 2020 est révisée tous les 3 ans pour renforcer les objectifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme la méthode de calcul n'est pas tout à fait la même, mais on peut à peu près estimer qu'on anticipe les seuils de 2028 de la réglementation environnementale. On a une prise en compte de la déconstruction qui n'existe pas dans la réglementation environnementale, une prise en compte aussi une nouveauté de l'artificialisation des sols, puisqu'on considère que le sol qui n'est pas artificialisé peut stocker du carbone, une prise en compte de la fin de vie du gros œuvre qui est aussi différente, et toujours la prise en compte des bâtiments livrés en blanc. C'est à la suivante. Du côté d'EFINERGIE, sur ce volet réglementation environnementale 2020, il n'y a pas encore de label d'EFINERGIE dans le tertiaire qui s'appuie sur la réglementation environnementale 2020. Les règles techniques de ce label sont encore en code rédaction par le collectif EFINERGIE, en sachant que voilà, les règles existent déjà dans le résidentiel. Donc, le résidentiel n'est pas de spécialité, mais on a quelques grandes pistes quand même et des principes qui sont classiques, on va dire, chez EFINERGIE, avec un renforcement des exigences
sur, par exemple, les besoins bioclimatiques ou les consommations d'énergie primaire, la réintroduction d'un bilan BPOS qui avait disparu de la réglementation environnementale 2020, puisqu'on ne prend plus en compte dans la réglementation environnementale 2020 l'énergie exportée. Donc, réintroduire cette notion de bilan des bâtiments à énergie positive, semblable à celui de plus et moins. Des exigences complémentaires sur le volet confort d'été, c'est-à-dire le degré heure. Donc, voilà, des exigences complémentaires à ce niveau-là. Une anticipation aussi des seuils sur le carbone, un peu moins ambitieuse que BBCA en anticipant les seuils d'un cran, en fait, à chaque fois. Et aussi des exigences complémentaires sur la qualification des bureaux d'études, sur la complétude des ACV, ou encore une fois sur la perméabilité à l'air et le contrôle de la ventilation. Donc, ça, c'est pour le volet résidentiel. On peut penser, les premières pistes laissent penser que dans le tertiaire, ce sera le même principe, mais avec des modulations qui seront différentes. Et donc, en attendant que le label soit disponible pour les projets soumis à la réglementation environnementale 2020, il est toujours possible d'obtenir le label Effinergie 2017 seul, par exemple pour un bâtiment de bureau, mais ce qui implique de fait un double calcul, c'est-à-dire réglementairement, le porteur de projet doit un calcul selon la RE 2020, mais pour obtenir le label Effinergie 2017, il devra faire un calcul selon la méthodologie E+C-, donc avec RT 2012 et le volet carbone en statique, par exemple. Voilà pour le panorama sur les labels dans le neuf. Et on peut passer maintenant à la partie rénovation où on est un petit peu plus simple puisque dans la rénovation, on a une seule réglementation qui s'applique, même si elle a deux volets, c'est la réglementation thermique de l'existant. Et on est dans un cas un peu particulier sur la performance énergétique en rénovation, puisque le label de performance énergétique est initialement un label d'État. Donc, c'est un label qui est porté par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Paysage, la DHUP, et un label qui existe depuis 2008, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été mis à jour en fin d'année dernière. L'objectif de ce label d'État, c'est de réduire pour les bâtiments tertiaires, puisque la révision a surtout porté sur les bâtiments résidentiels, mais sur les bâtiments tertiaires, on est toujours sur le même principe. L'objectif, c'est de réduire les consommations d'énergie de 40% par rapport à la réglementation thermique existante globale. Donc ça, c'est des exigences qui sont définies dans un arrêté, et cet arrêté spécifie également que le label ne peut être attribué qu'à un projet qui fait l'objet d'une certification portant sur sa qualité globale. C'est là qu'interviennent le collectif Effinergie et les organismes certificateurs. Le collectif Effinergie, en complément des exigences de base de l'État, vient introduire des exigences complémentaires, encore une fois sur la réduction des perditions, sur les émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations, sur le bon fonctionnement des équipements. Et pour inscrire ce label dans une certification plus large, il faut obligatoirement qu'il soit associé à un référentiel de certification. Donc, on a un référentiel spécifique, qui est le référentiel BBC Effinergie Rénovation 2024, qui vient compléter les exigences du label d'État et des règles techniques d'Effinergie avec des éléments qui portent sur la qualité de l'air intérieur, sur le confort visuel ou le confort acoustique. Donc, il y a possibilité de remplir ces exigences de base ou alors d'avoir un projet qui fait l'objet par ailleurs d'une certification HQE qui de facto induit une certification qui porte sur la qualité globale environnementale du bâtiment. Si on récapitule très rapidement donc les objectifs principaux, je ne vais pas les détailler tous, mais donc on a les objectifs du label d'État d'avoir des consommations inférieures de 40% aux consommations réglementaires, une exigence de base sur le confort d'été avec la température intérieure conventionnelle. Le collectif Effinergie travaille encore une fois sur des exigences sur l'enveloppe, donc avec le UBAT qui caractérise les déperditions de l'enveloppe qui doit être plafonné de manière plus drastique que dans la réglementation, des exigences sur l'étanchéité à l'air de l'enveloppe, sur le calcul des émissions de gaz à effet de serre en phase d'exploitation, donc uniquement l'énergie consommée pendant l'exploitation du bâtiment, et d'autres éléments que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, en complément de ces deux premières parties, dans le cadre de la certification globale, donc deux possibilités. Inscrire le projet dans une certification type HQE ou alors respecter les exigences de base du référentiel spécifique Effinergie Rénovation 2024 avec des dispositions, voilà, comme je le disais tout à l'heure, sur le débit de ventilation à assurer, sur la qualité de l'air intérieur avec les revêtements intérieurs,
sur le confort visuel et le confort acoustique. Confort visuel que ce soit par la lumière naturelle ou par l'éclairage artificiel. L'idée, c'est vraiment d'introduire des garde-fous qui permettent d'assurer un niveau minimum de qualité globale du bâtiment. Du côté de BBCA, on se dissocie complètement du label d'État sur la performance énergétique. On vient se concentrer sur l'impact sur le changement climatique du projet de rénovation. Le label BBCA, donc qui s'appelle BBCA Rénovation version 1.0, est un peu plus restrictif que les autres labels puisqu'il concerne uniquement les bâtiments de bureaux actuellement et les bâtiments de bureaux hors immeubles de grande hauteur. Il y a des révisions qui sont en cours de construction aussi chez BBCA pour voir si cette restriction peut être un peu élargie à d'autres typologies de bâtiments. Mais étant donné le faible niveau de connaissance et de retour d'expérience qu'il y avait au moment de la rédaction du référentiel sur les différentes typologies de bâtiments, celui-ci se concentre vraiment sur le bureau et par ailleurs, pour d'autres organismes de certification, sur le résidentiel collectif. Dans ce référentiel BBCA Rénovation 1.0, on a une méthodologie qui n'est pas tout à fait la même en fonction du type de rénovation. On a deux types de rénovation qui sont évoqués, une rénovation thermique qui demande d'intervenir à minima sur l'enveloppe du bâtiment et sur les équipements de performance énergétique, donc les équipements de chauffage, de ventilation par exemple. Donc un premier volet avec une méthodologie particulière et une rénovation lourde qui peut induire ou pas un changement d'état, qui inclut les mêmes éléments que la rénovation thermique et puis qui en complément induisent des modifications qui sont comparables à celles de projet, donc des interventions sur les lots de second œuvre qui sont importantes et aussi une interruption totale de l'activité du bâtiment pendant les travaux. Par contre, toutes les opérations de rénovation légère, donc des travaux qui concerneraient par exemple un ou deux lots sans agir sur la performance thermique, ils n'entrent pas dans le cadre de ce référentiel. Le label BBCA Rénovation 1.0 a une méthodologie de calcul qui est assez proche de celle du BBCA 9.3.1. C'est-à-dire que c'est en fait une méthode de calcul qui est basée sur la méthode de plus c'est moins. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'impact sur le carbone, sur les émissions de gaz à effet de serre des produits neufs qui vont être mis en œuvre lors des opérations d'innovation. Mais en complément de ces éléments-là, on va aussi prendre en compte les produits qui sont déposés et qui sont non amortis, c'est-à-dire des équipements qui ne sont pas arrivés à la fin de leur durée de vie et donc qui ont encore un poids carbone intrinsèque qu'il faut décompter de l'impact du bâtiment. En revanche, tous les produits conservés sont comptés à zéro, on ne les prend pas en compte. Et sur le volet émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d'énergie, au lieu de se baser sur les consommations issues du calcul de la RT 2012, on viendra se baser sur les consommations issues du calcul de la RT existant globale. Et de la même manière que dans la version 3.1 pour les projets neufs du label BBCA, on vient valoriser le stockage du carbone, donc qui est pris en compte dans les matériaux biosourcés, qui soient existants et conservés sur place, ou les produits neufs qu'on vient mettre en place. Et de la même manière que pour les deux autres labels de BBCA, on vient calculer un score qui s'appuie sur les émissions de gaz à effet de serre liées à la construction, au stock de carbone, qui soit conservé, détruit ou ajouté, et à l'exploitation du bâtiment, à la fois sur l'énergie et sur les consommations d'eau. En complément de ces points qui sont liés à ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, on a toujours les points innovation climat qui fonctionnent exactement sur le même principe que la version 3.1 pour les bâtiments neufs. On a fait le tour assez rapide, j'en conviens, des différents labels à la fois dans le neuf et dans la rénovation. J'aimerais maintenant venir un petit peu sur le processus et l'objectif de ce processus de labellisation. Les grands principes de la labellisation, c'est les suivants. La mission d'un certificateur, c'est de s'assurer que les objectifs du label, qui sont définis dans les différents référentiels, que ce soit ceux portés par la DHUP, ceux portés par l'association EFINERGIE ou BBCA, donc s'assurer que ces objectifs soient bien atteints en comparant donc les calculs qui ont permis de vérifier ces différents seuils et plafonds aux caractéristiques du projet. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir cette comparaison en phase conception sur la base de tout document justificatif type plan, CCTP, DPGF qui viennent décrire le projet. Et puis aussi, après, en phase et surtout en phase réalisation, une fois que le bâtiment est livré, sur la base du dossier des ouvrages exécutés et d'une visite de site, de s'assurer de la correspondance entre les éléments fournis qui justifient l'atteinte d'un certain niveau et ce qui est réellement mis en œuvre.
Il y a globalement 3 aspects à vérifier lors de la vérification. C'est évidemment d'abord que le niveau de performance annoncé est bien atteint. Si par exemple sur un label on annonce E3C2, ben, on va vérifier que ces éléments sont bien atteints sur la base des notes de calcul fournies. Et ensuite, que ces notes de calcul comprennent bien le périmètre de l'ensemble du bâtiment, qu'il n'y ait pas eu des oublis, que par exemple, voilà, si on vient certifier un bâtiment, qu'on n'ait pas oublié une partie de ce bâtiment ou qu'une partie des études soit manquante, et surtout qu'il y ait une cohérence entre les hypothèses de calcul prises et ce qui est mis en œuvre concrètement sur le projet. Donc ça passe par une espèce de processus de certification qui est assez semblable, donc c'est sur la diapositive suivante, assez semblable en phase conception, en phase réalisation. J'ai mis ici un exemple sur la phase réalisation. Donc l'idée, c'est par rapport aux modes de preuve que j'évoquais tout à l'heure qui permettent de justifier des hypothèses prises en compte dans les calculs, de pouvoir collecter ces preuves facilement. Donc la constitution d'un dossier d'évaluation où on a à la fois les différents résultats des calculs et puis les modes de preuve qui viennent justifier les hypothèses prises en compte dans ces calculs. Un vérificateur, donc vraiment une tierce partie, est nommé par l'organisme de certification pour venir analyser ce dossier d'évaluation, donc en phase conception, et en complément de ça, en phase réalisation, venir faire une visite sur site pour aussi s'assurer de la correspondance entre hypothèses et éléments mis en place. À la suite de cette analyse documentaire et de cette visite de site, le vérificateur émet un rapport dans lequel il peut y avoir certains écarts qui ont été relevés, par exemple une preuve manquante, ou au contraire une incohérence entre ce qui est annoncé dans le dossier des ouvrages exécutés et ce qui est intégré dans la note de calcul. Et donc, il dresse comme ça une liste d'écarts entre des éléments qui peuvent être contradictoires. Il s'ensuit une phase d'échange entre le porteur projet et le vérificateur qui permet de lever ces écarts par la fourniture d'éléments justificatifs, par la reprise de notes de calcul, qui aboutissent au final à l'addition de labellisation, voilà, à la livraison du bâtiment. Donc sur ce sujet, moi si j'avais 2 conseils principaux à donner, c'est de s'assurer au fur et à mesure, vraiment au fil du projet, de la collecte des données vraiment tout au long du projet. C'est-à-dire chaque fois qu'on vient renseigner quelque chose dans un moteur de calcul, dire cette donnée, je l'ai mise ici pour telle ou telle raison, parce qu'elle est décrite de telle manière dans le CCTP, et donc pouvoir toujours avoir ce lien, faire cette référence entre ce qu'on vient dans le calcul et ce qu'il y a dans le projet. Un deuxième conseil, ce serait pour les maîtres d'ouvrage, de bien intégrer une mission de mise à jour des études après réalisation, parce que souvent, les études thermiques, environnementales s'arrêtent au moment de la consultation des entreprises et on a souvent et normalement des modifications en phase chantier. Et ce qui compte vraiment, au final, c'est le bâtiment tel qu'il est livré et donc avec éventuellement des mises à jour pour que les études correspondent aux éventuelles modifications qui ont été apportées lors des travaux. Voilà en ce qui concerne le processus de labellisation. Et avant de redonner la main à Jérémy pour la conclusion, je vais juste vous présenter 2 diapositives qui essayent de récapituler visuellement l'ensemble des labels. Si on commence par l'association F-Énergie, on a donc des labels spécifiques pour le bâtiment neuf. Actuellement, c'est le label F-Énergie 2017 avec 3 niveaux de performance, BBC, BPOS et BPOS+. Ce label, il est disponible pour tout projet qui est soumis à la RT 2012. Dans ce cadre, il est uniquement délivré en complément du label le plus c'est moins. Et il peut aussi être délivré à des bâtiments soumis à la RE 2020 en attendant la parution du label F-Énergie 2020, donc avec l'ancienne méthode de calcul RT 2012 le plus c'est moins. Et dans ce cas-là, ce label est délivré seul. Donc à venir, comme je disais, le label F-Énergie 2020. Dans la volet rénovation, on a un label qui est le label F-Énergie Rénovation, qui est attribuable à tous les bâtiments pour lesquels la réglementation thermique s'applique, donc tous les bâtiments sur lesquels il va y avoir une opération de rénovation énergétique, et qui est délivré uniquement dans le cadre d'une certification plus large, comme on l'a vu tout à l'heure. Je n'évoque pas le label F-Énergie Patrimoine, qui était un label expérimental. L'expérimentation a pris fin l'année dernière, mais l'objectif, c'est quand même de renouveler ce label et d'en faire plus qu'une expérimentation avec un label qui est spécifique pour les bâtiments à haute valeur patrimoniale qui ont des contraintes un peu particulières par rapport aux exigences énergétiques qu'on peut avoir sur d'autres types de rénovation.
Du côté de BBCA, on est donc plutôt sur des numéros de version, avec pour les bâtiments neufs des versions 3.0 et 3.1, mais en fait c'est le même référentiel, juste avec une mise à jour en fonction des dates auxquelles le projet a été livré. Donc ce label 3.1, il est disponible pour tout bâtiment aussi soumis à l'RT 2012, et de la même manière que le FINERGI 2017, délivré uniquement en complément du label E+C-. Pour les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire et de bureaux qui sont soumis à la réglementation environnementale 2020, c'est le label BBCA 9 4.1 qui pourra être délivré seul. Du côté rénovation, on a un label, le label rénovation 1.0, seulement pour les projets de bureau hors IGH, et qui, de la même manière que le 4.1, est délivré seul. Il va y avoir a priori une mise à jour de ces labels du 3.1 pour en 3.2 et du 1.0 en 1.1 pour intégrer des spécificités sur les bâtiments hôteliers et prendre en compte notamment l'impact à la chambre plutôt qu'au mètre carré, et prendre en compte aussi des équipements un peu spécifiques qu'il peut y avoir dans ce type de bâtiments, comme des piscines ou des spas. Donc une mise à jour à venir de ces deux référentiels. Le référentiel 3.1, puisque les bâtiments hôteliers sont encore soumis à l'RT 2012, donc ça serait le 3.1 qui deviendrait un 3.2, et en rénovation, le 1.0 qui deviendrait le 1.1. Voilà pour ce panorama, comme on l'annonçait, des différents labels Efinergie et BBCA pour la performance énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires. Merci beaucoup. Merci Luc pour cette présentation très riche et très intéressante qui adressait de manière synthétique le panorama des différents labels. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le bloc questions. On va y répondre dans 2 minutes. Donc, n'hésitez pas à commencer dès maintenant à poser vos différentes questions. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin justement sur le processus et le référentiel énergie et carbone que l'on a vu, depuis plusieurs années, le CSTB Formation et Certivia propose des formations certifiantes pour atteindre le statut dit de référent. Le référent, qu'est-ce que c'est? Ça va être une personne, un professionnel qui est en connaissance justement approfondie du référentiel, du processus de certification et qui va pouvoir accompagner la maîtrise d'ouvrage justement dans son process de labellisation. Donc, ce sont des formations qui durent 2 jours et qui permettent justement de maîtriser profondément le process de certification, de maîtriser les exigences techniques du référentiel et de pouvoir après, comme ça, comme je le disais, accompagner la maîtrise d'ouvrage. C'est une formation qui dure 2 jours et qui suit cette formation de 2 jours un examen qui permet justement, si obtention et réussite à cet examen, d'être reconnu référent certifié par Certivia et du coup de pouvoir après communiquer sur ce statut auprès de ses clients. L'ensemble des référents Certivia sont également référencés sur le site de Certivia, donc c'est-à-dire qu'un maître d'ouvrage qui chercherait quelqu'un pour l'accompagner pourrait directement aller sur le site de Certivia pour trouver les coordonnées de l'ensemble des référents. Ce statut de référent existe sur les autres référentiels de certification ou de labellisation de Certivia. Donc, on pourrait retrouver de la même manière des référents sur le référentiel HQE bâtiment durable, sur le référentiel aménagement durable et infrastructure durable, ou encore sur le label BCA quartier. Je ne sais pas si Luc, tu as un ou deux petits mots justement sur cette formation, sur les objectifs, sur ce qu'on y voit, sur l'intérêt de suivre cette formation. Effectivement, c'est de rentrer plus en détail qu'on a le temps de le faire lors d'un webinaire, vraiment, entre guillemets, rentrer au cœur de la machine et de voir les spécificités qui sont propres à chaque label. On a des fois des petites notions de détail qui peuvent être importantes et impacter les projets par la suite. Donc ça permet de creuser ces sujets-là et de faire une espèce de tour d'horizon des difficultés qui peuvent être rencontrées par les porteurs de projets, par les bureaux d'études sur ces sujets-là, et essayer d'anticiper ces éléments-là. Merci. Dernier petit point, si vous souhaitez retrouver le replay du webinaire, ce sera du coup sur la chaîne YouTube du CSTB Formation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les différents programmes de formation, ce sera directement sur le site du CSTB Formation. Donc, au niveau des questions, on a une première question donc, sur justement l'arrêté demande au bâtiment. Donc, c'est sur la partie bâtiment existant. Donc, l'arrêté demande au bâtiment existant de respecter les facteurs solaires de la RE 2020 sur les menuiseries, ce qui n'était pas repris dans les premières règles techniques et Finergie. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors ça doit être donc effectivement le label Effinergie Rénovation. Alors, Effinergie a rédigé ces dernières règles techniques un petit peu différemment d'habitude. C'est-à-dire ils n'ont pas repris complètement l'intégralité du texte de l'arrêté qui commence à être un peu fourni, surtout dans le résidentiel. Je pense que la question concerne le résidentiel parce qu'on n'a pas tout à fait cette notion dans le tertiaire. Euh, et l'objectif, effectivement, c'est de dissocier dans les règles d'Effinergie, de dire en prérequis, il faut respecter ce que dit l'arrêté. Et donc, nous, ce qu'on vient mettre maintenant dans notre référentiel, enfin dans nos règles techniques, c'est des éléments complémentaires importants, notamment la qualification des bureaux d'études, des questions d'étanchéité à l'air, des choses de ce type-là, qui viennent compléter vraiment l'arrêté. Mais dans tous les cas, ce que demande l'arrêté doit être respecté pour obtenir le label. Chaque fois, c'est entre guillemets une espèce de couche qui s'ajoute. On a le texte réglementaire, en tout cas l'arrêté qui définit la base du label, le cœur du label, la couche, je mets encore des guillemets, Effinergie, qui vient compléter ces exigences-là, et puis dans le cadre de la certification portant sur la qualité globale, des éléments qui permettent de s'assurer que des autres thématiques sont aussi bien traitées par le projet. Et donc là, ça passe par les organismes certificateurs, que ce soit en résidentiel ou en tertiaire, en fonction des process de chacun. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment justement de les poser. En attendant, est-ce que Luc, tu as quelques données à nous donner sur le nombre de labellisations ou plutôt la tendance qu'il y a sur les labellisations Effinergie et BBCA, dans quel contexte on est? Alors, on est dans un contexte sur Effinergie où justement, dans l'attente, en tout cas en tertiaire, du label Effinergie RE 2020, on a un petit moment de flottement. On a toujours quand même le label E+, C- qui fonctionne, mais voilà, les gens préfèrent éviter de faire le double calcul que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, sont plutôt en attente quand même de ce label Effinergie de 2020. Et ce qu'on constate surtout, c'est que sur la rénovation, on a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est donc avec notamment la mise à jour du label Effinergie Rénovation qui fonctionne bien, mais également sur la partie carbone où au-delà de simplement les consommations d'énergie, s'intéresser à l'impact que peut avoir une opération de rénovation sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc la belle Effinergie Rénovation aussi, c'est on va dire la tendance à plutôt, on s'oriente vers un passage du neuf sur la rénovation. Enfin, en tout cas, un transfert en partie. On a une grosse majorité de labels neufs précédemment et un peu de rénovation. Ça a tendance à plus s'équilibrer. Merci. Autre question, est-ce que nous avons quelques indicatifs au niveau des coûts de la démarche de labellisation, des fourchettes, ou quelques éléments justement de tarification pour la maîtrise d'ouvrage? Je ne veux pas dire de bêtises, et le plus simple, ça serait effectivement de contacter les chargés d'opération chez Certivea, mais grosso modo, si je ne dis pas de bêtises, on est de l'ordre de 10 000 euros chez nous, chez Certivea, pour chacun de ces labels. On est à peu près toujours sur le même ordre de grandeur pour une opération labellisée aux alentours de 10 000 euros. Mais voilà, encore une fois, c'est des ordres de grandeur à vérifier, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais on est dans ces ordres de grandeur-là. Merci. Autre question, est-ce qu'il existe d'autres labels pour la rénovation qu'Effinergie et BBCA? Non, enfin, en tout cas pas à ma connaissance. Il y a peut-être des démarches qui existent par ailleurs, mais vraiment sur la rénovation. Alors après, il y a des labels qui ne s'intéressent pas à la performance énergétique et environnementale du bâtiment, comme le fonds Effinergie BBCA. On a par exemple le label accessibilité qui va s'intéresser, même pour des opérations de rénovation, à comment on peut accéder facilement à un bâtiment, etc. Ou chez Certivea aussi le label Osmose qui s'intéresse au confort et à la santé des occupants au sein du label, donc qui va être du bâtiment, donc qui va être extrêmement spécifique sur les travaux de rénovation qui sont faits pour assurer ce confort et cette qualité d'usage. Mais sur
la performance énergétique, en tout cas, tous les labels doivent s'appuyer sur le label d'État. Et donc là, c'est des conventions tripartites entre Efinergie, l'État et les organismes certificateurs. Donc sur la performance énergétique, on est vraiment sur ce label-là. Et sur le poids carbone, on a effectivement BBCA qui a le label. Et après, il y a ce qu'on appelle les labels bas carbone d'État, mais qui sont vraiment portés directement, cette fois-ci par l'État, et qui concernent en fait la valorisation de crédit carbone de certains projets par rapport à des scénarios de référence, mais qui couvrent un champ vraiment très large. Ça peut aller de l'agriculture, la foresterie, et le bâtiment est concerné par 2 méthodologies de ce label bas carbone. On a un label bas carbone effectivement pour la rénovation qui vient valoriser notamment les produits biosourcés et les produits à faible impact environnemental qui sont mis en œuvre lors d'une rénovation. Donc c'est une méthode spécifique du label bas carbone d'État. Et on a aussi effectivement dans le neuf, depuis quelques mois maintenant, une méthodologie pour aussi valoriser sur la base de l'ARE 2020 ces crédits carbone du label bas carbone. Mais à ma connaissance, c'est les seuls qui existent. Merci pour toutes ces informations. Nous n'avons pas d'autres questions et nous arrivons de toute façon au terme de ce webinaire. Donc, je vais remercier Luc pour son intervention. Je vous remercie tous d'avoir assisté à ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions sur le label, à revenir vers Certivea. Si vous souhaitez aller plus loin en termes de montée en compétences, de vous rapprocher du CSTB Formation. Et on se retrouve une prochaine fois pour d'autres webinaires. Vous retrouvez aussi la liste de tous les webinaires précédents sur la chaîne YouTube aussi. Donc, n'hésitez pas à aller voir les différents webinaires qui traitaient de différents sujets liés au secteur de la construction. Je vous remercie et à bientôt. Merci.